quoi alors? Parce que tu t'intéresses... Essayiste, on dit. Essayiste, voilà, puisque j'écris des essais. Dans le livre, il y a la fiction, dans le roman, on va dire la fiction et l'essai, les idées et les histoires, quoi. Et donc je suis surtout essayiste. J'ai écrit 2-3 romans d'ailleurs, mais je suis surtout essayiste. Voilà. D'accord. Essayiste. Alors, voilà, pour ceux aussi qui te connaissent, donc... Je suis cinéaste aussi. T'es cinéaste, oui, aussi. J'ai fait un peu de cinéma. Oui. D'accord. Comme scénariste, comme réalisateur et comme acteur même. Et puis tu t'es essayé aussi dans la BD il n'y a pas longtemps. Oui, puis j'ai mis un pied dans la bande dessinée. Ouais. Comme scénariste de bande dessinée. Comme scénariste, voilà. Bah oui, donc voilà. Je produis. Voilà, très productif, donc multicasquette. J'ai envie de dire aussi un peu, alors on t'affuble souvent d'être le penseur un peu de la dissidence. Il y a des gens, tu sais très bien, qui étaient presque adulés par les uns, honnis par les autres. On laisse personne indifférent, on va dire. Oui, voilà, tu ne laisses personne indifférent. Non, disons, je veux bien admettre que je suis une des locomotives de la dissidence. Voilà. Ouais. De fait, voilà, c'est vrai. C'est vrai. Mais en plus, ce rôle-là, il est venu, on va dire, au fur et à mesure. C'est pas quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il y a eu le public qui a basculé, tu as fait basculer un public, en fait, dans tes analyses, qui a été convaincu par tout ce que tu défendais. Il faut prendre ça chronologiquement. J'ai sorti mon premier bouquin en 84, je crois, qui s'appelait Les mouvements de mode expliqués aux parents avec Obalk, qui a fait un succès. Donc j'ai continué, comme ça a marché, à écrire. Donc j'ai été un essayiste qui de temps en temps sortait un essai un peu sulfureux et à succès. J'en ai sorti plusieurs, qui me valaient périodiquement des invitations dans les médias, puisque j'étais écrivain, donc notamment Ardisson m'invitait. Comme j'étais un peu sulfureux, on m'invitait déjà dans des émissions, soit des émissions grand public pour foutre la merde, soit Ardisson qui était un ami à l'époque m'invitait, mais déjà j'avais déjà un petit problème avec le mainstream, quoi. Et puis à un moment donné, on m'a plus invité du tout, parce que j'étais allé trop loin, on va dire, dans la critique radicale. Et puis j'ai eu une période donc où j'ai disparu. Et puis il y a eu Internet, qui fait qu'à un moment donné, j'ai rebondi sur Internet. Je me suis organisé sur Internet. Et puis donc j'ai eu après cette période de mise au placard des médias dominants, j'ai eu cette résurrection par Internet. Et puis aujourd'hui, Internet a pris une telle ampleur que finalement les médias mainstream parlent de moi comme celui qu'on ne verra pas dans les médias mainstream, mais dont tout le monde sait qu'il existe sur Internet. Je suis un peu devenu une sorte de Fantomas ou de Zorro, là je sais pas quoi. C'est assez agréable puisque je suis jamais invité et il faut toujours que je regardais l'autre jour, enfin j'ai pas regardé, mais on m'a relayé le petit Nicolas Bedos qui a fait son petit numéro l'autre soir chez Ruquier à la grand-messe du service public, peut pas s'empêcher de citer mon nom à peu près à chaque fois. C'est comme si c'était une espèce une garantie de, je sais pas, c'est un label comme citer Dieudonné, citer Soral, en général pour leur cracher à la gueule, mais c'est bien parce que pendant une longue période l'idée c'était le mot d'ordre était rien sur Soral. J'ai vécu ça. Parce que tu es devenu le curseur absolu, si j'ose dire, voilà, le fait de dire bon bah si moi j'aime bien la Soral, ça clive. Voilà, ça clive. Comment on dit pour Finkielkraut à l'académie, ça clive. Ça clive. Donc on arrive, c'est dingue que tu sois arrivé à ce stade, c'est-à-dire que vraiment t'es le curseur, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un en fait qui va, on va dire, un peu défendre tes analyses, quand bien même il va dire oui je suis pas d'accord avec tout, ah non mais t'aimes bien quand même ce qu'il dit, c'est bon, c'est le bûcher. Ouais, bah c'est plutôt bon signe. Les gens qui font consensus en général, c'est souvent qu'ils n'ont pas grand chose à dire. Donc je suis étonné parfois de la virulence des gens qui m'attaquent, parce que finalement je dis pas grand chose. Je continue à dire des trucs que disaient beaucoup de gens dans les années 60, 70 jusqu'au milieu des années 80 en fait. En fait je suis de par mon âge, puisque c'est vrai que je suis un peu plus vieux que beaucoup de jeunes de la dissidence, parce que j'ai passé les 55 ans là, finalement je suis quelqu'un qui reste sur une ligne comment dirais-je, de commentateur public français des années 60-70 en fait. Tout ce que je dis c'est déjà dans les films d'Audiard des années 60 quoi. Mais aujourd'hui si Audiard revenait et sortait un film aujourd'hui, il aurait eu 10 procès de communautés diverses pour machisme, misogynie, antisémitisme, racisme, homophobie, etc. quoi. C'est l'époque qui a bougé. En fait moi je suis resté finalement dans une tradition que j'ai continué à incarner au-delà d'une certaine époque. Et c'est aujourd'hui, on est tombé dans une espèce de dictature du politiquement correct qui fait que ce que je dis paraît extravagant
dans les médias mainstream et pour les commentateurs officiels, alors qu'en fait, si on regarde les émissions même des années 80, là, quand on regardait l'émission de Pollack, l'émission de Pollack, je ne me rappelle plus du titre, mais j'ai oublié, c'était ce soir. C'était sur la une. Sur la une. C'était exact, ça correspond exactement à ce qu'on fait sur les médias dissidents aujourd'hui. Hein. Ce qui veut bien dire que s'il y a des médias dissidents aujourd'hui, c'est parce que les médias officiels ont abandonné toute leur ont tué tout débat, quoi. Ont pu tourner le dos à leur mission, on va dire, quoi. Mais ils sont vraiment tenus, parce que par exemple toi, c'est vrai que tu es souvent cité en exemple dans les médias, c'est vrai que tu as cette position où on te cite et on dit oui, non, on l'invitera pas, quoi. On veut pas, ils sont... Mais surtout, ils n'ont pas le droit de m'inviter. Droit de réponse, l'émission de Pollack. Esprit droit de réponse. Pour ceux qui veulent regarder les droits de réponse avec Choron, avec HDG, etc., vous verrez comment ça se passait à l'époque. Aujourd'hui, ça ne pourrait exister que sur Internet, dans une cave. Quoi, hein. C'est plus possible, alors qu'à l'époque c'était sur la une. Comme quoi il y a une régression totale de la liberté d'expression, du libre débat, c'est ça qu'il faut constater. C'est une montée de la dictature en réalité. Hein. Alors en plus, toi qui es donc le président fondateur de l'association Égalité Réconciliation, donc c'est aussi, on va en parler parce que cette association ça a été quand même aussi presque un nouveau point de départ aussi on va dire dans ton parcours. C'est-à-dire parce que moi j'ai toujours fait de la politique. J'ai toujours été un pied j'ai toujours été dans l'aventure collective déjà. Je suis très peu individualiste contrairement à d'autres. Et au début j'étais dans un groupe de peintres quand j'ai fait les Beaux-Arts. J'ai toujours été dans l'aventure collective avec toujours une dimension à la fois culturelle, artistique et politique. À un moment donné j'étais au Parti communiste et j'avais monté un truc qui s'appelait le collectif des travailleurs des médias. Dont le symbole était 2 piolets croisés, par référence à Ramon Mercader, parce qu'on était considéré comme stalinien, n'est-ce pas? On était déjà très très anti-trotskiste, et c'était déjà une aventure collective. On publiait un petit journal qui s'appelait La Lettre écarlate, et c'était déjà un truc qu'on faisait à plusieurs. Moi, Marc Cohen, Jean-Paul Cruz. Pour ceux qui ont un peu de culture historique, Marc Cohen c'était les jeunesses communistes d'Evry, Jean-Paul Cruz c'était le délégué CGT de Libération. Donc j'ai toujours fait des trucs à la fois culturels, politiques et collectifs. Voilà. Donc je continue et à un moment donné, quand j'étais plus jeune, j'adhérais à des trucs qui existaient déjà on va dire c'est plutôt ça, je me rejoignais les trucs qui existaient déjà, puis quand il n'y a plus rien eu, après avoir tenté le Front National, comme tu sais, et j'ai vu que c'était pas tout à fait possible, sans critiquer spécialement, mais enfin c'était pas mon truc. J'ai monté Égalité Réconciliation parce qu'il n'y avait rien, quoi, pour pouvoir fonctionner collectivement dans quelque chose qui correspondait un peu à cette vision transcourant qui est la mienne, mais qui est aussi qui est pareil, qui est une tradition qui est aujourd'hui niée et étouffée, mais qui a toujours existé aussi. Hein. Parce que justement, Égalité Réconciliation, alors qui est sur une ligne très particulière, puisque c'est une ligne, alors gauche du travail, droite des valeurs, hein, puisque ça c'est votre slogan, mais j'ai presque envie, alors moi je le décris un peu comme une espèce de réconciliation entre la France, entre guillemets, de souche, on va dire, profonde, et cette France urbaine qui est plus issue de l'immigration. Oui, c'est une des composantes. C'est aussi réconciliation sur le plan des rapports de classe entre le petit salariat, historiquement le prolétariat, et la classe moyenne auto-entrepreneuse. C'est cesser d'opposer les deux, ce qui a toujours été la manipulation, comment dirais-je, à la fois des professionnels de la politique au niveau syndical et de gauche, et en même temps ce qui a toujours intéressé le patronat et notamment la banque, c'est d'opposer violemment par ses agitateurs et ses manipulateurs ce qui constitue le peuple, c'est-à-dire la classe moyenne entrepreneuse et le prolétariat salarié, et les opposer toujours violemment, comme antagonique avec le concept de petite bourgeoisie, etc. Parce qu'en réalité, quand ils s'allient, c'est la force productive en fait dans son ensemble, ils deviennent, ils peuvent prétendre accéder au pouvoir. Et donc il y a toujours eu un énorme travail qui a été fait, et à gauche et à droite, pour empêcher la classe moyenne productive et le prolétariat de fraterniser. Et moi, dans mon analyse, ça s'appelle le peuple, hein, le peuple du travail. Et c'est cette réconciliation, donc gauche du travail, droite des valeurs, interprétée d'une autre façon que la tienne, mais tout ça est valable, qui est pour moi un processus subversif et révolutionnaire. Hein. Et c'est d'ailleurs ce qui fait très très peur à tous les idéologues dominants, hein, parce que tout de suite ils crient au fascisme. Bah oui, parce que quand on peut, je pense à une manifestation par exemple comme Jour de colère, où on a vu entre guillemets
des mouvements qui sont censés être ennemis de base, quoi, parce qu'on a vu des jeunes de banlieue dire CRS avec nous, et des cathotrades défiler avec des proches de Dieudonné. Oui, c'est l'armée de Spartacus, c'est une belle union sacrée, et on voit quand même qu'il y a un point commun, hein, ces gens-là ont compris que le système ne les aimait pas, que le système les avait montés les uns contre les autres, et qu'ils avaient plus de points communs entre eux, sur le plan humain, sur le plan des valeurs, et même sur les plans des rapports de production en réalité, et d'une lecture de classe bien comprise, plus de points communs entre eux qu'avec ceux qui sont chargés de les manipuler ou de leur expliquer la marche à suivre, notamment tous les animateurs culturo-mondains de la gauche institutionnelle qui effectivement les méprisent, leur crachent à la gueule, leur désignent les ennemis, etc. Les marginalisent quand ils obéissent pas, et c'est vrai que c'est ce qui fait le plus peur au pouvoir et à la fausse opposition, parce que nous on a cette spécificité très intéressante de prendre à la fois dans la gueule une certaine la vraie extrême droite, c'est-à-dire l'extrême droite du capital et du pouvoir bancaire, incarnée par Attali, Bernard-Henri Lévy, le grand patronat français et tout ça, et aussi sur la soi-disant extrême gauche officielle, le NPA. On se prend les deux dans la gueule en même temps, ce qui veut bien dire qu'il y a quand même une connivence à minima entre les deux. Il suffit de regarder d'ailleurs Besancenot discuter avec Attali en disant que c'est lui qui lui livre rouge avec son vélo à Neuilly ou je sais pas quoi. Ils se font des clins d'œil, ils se font des mamours, effectivement ils travaillent ensemble. Si un jour vous avez de la fausse prod, vous pourrez montrer l'extrait. On pourra montrer cet Il est très très éloquent quand on voit comment Attali et Besancenot discutent. Ça ne se passerait pas comme ça tout à fait avec moi. Vous pouvez le vérifier avec Besancenot. Il y a un précédent. Hein. Oui, il refuse de débattre d'ailleurs. Il a refusé de débattre avec moi, m'a fait interdire d'antenne chez Moati, est venu pour dire que j'avais pas eu le courage de venir et m'a craché à la gueule. Ce qui veut dire que c'est une salope professionnelle. Ce qui est la marque des trotskistes, le mensonge systématique comme stratégie. Hein, cette idée là de leur morale et la nôtre, qu'il y aurait deux morales et que soi-disant le projet révolutionnaire permettrait tout sur le plan moral. Ce qui est dégueulasse parce qu'en plus à la fin c'est Irali le Medef, donc il ne reste que leur immoralité finalement. Hein, c'est quand on s'assoit sur la morale commune, soi-disant parce que la fin justifie les moyens et qu'on oublie la fin en cours de route, il reste plus que l'immoralité. Et c'est l'histoire du trotskisme, enfin je veux dire au moins français, occidental, parce que le trotskisme en Amérique latine, je ne sais pas trop ce que c'est, le trotskisme en Russie c'est autre chose, mais en tout cas le trotskisme occidental c'est ça. C'est le mensonge et la manipulation permanente, en dernière instance toujours au service du pouvoir, de l'argent. Ouais. Hein. Bon, vous finissez tous les trotskistes. Bon, ils ont tous très mal fini. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, beaucoup de gens t'ont vu en vidéo donc ce samedi, et il y a une phrase qui les a beaucoup interpellés. C'est à un moment donné que tu as déclaré vouloir prendre le pouvoir. J'avais un petit sourire quand je disais ça. Alors il y a beaucoup qui l'ont pris au sérieux. Non, ça voulait dire en gros quand les idées que je porte et les idées que nous partageons, que partagent beaucoup de gens, hein, finiront par arriver au pouvoir. Elles finiront fatalement arriver au pouvoir. C'est-à-dire un jour, nous arriverons au pouvoir. C'est ça que je voulais dire. Moi, je ne sais pas si j'ai la rigueur entre guillemets. Il faut vraiment avoir pour prendre le pouvoir, je crois qu'il faut le vouloir énormément. Hein. On disait de Lénine qu'il pensait révolution jour et nuit, qu'il dormait jamais, etc. Il est mort jeune d'ailleurs. Je ne suis pas sûr d'être assez concentré pour ça. Mais c'est vrai que ce qui me maintient en vie quand même, c'est l'idée que ces idées de bon sens que je défends un jour deviendront majoritaires, j'espère, parce que sinon c'est très désespérant. Et c'est ça que je veux dire. C'est quand même, j'ai envie de dire, il y a quand même un espoir. Il y a eu. De toute façon, je sais pas, c'est une citation de Maurras, je crois. Le désespoir le désespoir en politique est une bêtise. Je sais pas quoi. C'est la vraie citation de Maurras, vous la retrouverez. Mais c'est pas un concept politique, le désespoir. Dans politique, il n'y a pas de désespoir. Il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des durées nécessaires, il y a des périodes plus ou moins compliquées, il y a des fenêtres historiques pour pouvoir tenter des coups. Mais le désespoir, c'est une catégorie littéraire, c'est une catégorie sentimentale, c'est pas une catégorie politique. Hein. Si, peut-être chez ceux qui font de la fausse politique. On va pas une espèce de romantisme gauchiste où ils pourraient peut-être basculer dans le désespoir, mais parce qu'ils ont toujours fait de la psychologie en pensant faire de la politique. Mais dans la vraie politique, il n'y a pas de désespoir. Donc on est dans un engagement, on est dans un combat, on est dans une lutte, on est dans une résistance, on est dans un travail d'organisation, de réseau, de survie, de projet, et voilà, vaille que vaille, quoi. Je veux dire, c'est comme ça. Donc moi, je vous dis, j'ai 55 ans, finalement je suis toujours vivant. On m'a prédit la catastrophe depuis déjà le milieu des années 80. Tous les gens m'ont dit, tu vas droit dans le mur, tu fais trop ceci, tu fais pas assez de concessions sur cela. Tous les gens m'ont toujours dit que ça allait très, très mal se passer, très mal finir pour moi. Et finalement, même si ça finissait demain,
j'ai vécu 55 ans d'une vie assez rock'n'roll et assez conforme à ce qu'étaient mes rêves quand j'avais 17-18 ans, parce que je pense que c'est ça le secret. Quand j'avais 17-18 ans, j'étais à l'extrême gauche, parce que tout le monde était à l'extrême gauche à l'époque, hein. C'était vraiment l'idéologie dominante, et pour moi, une vie réussie, c'était une vie où on faisait la révolution, où on remettait la bourgeoisie à sa place, où voilà, on n'était pas, on avait c'était l'époque des grands récits historiques et des grandes visions politiques. Et en fait, je rêvais d'être dans le débat public, je rêvais d'écrire, je rêvais de batailler, et ma vie ressemble à ce dont je rêvais à 18 ans, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus de raisons d'être malheureux que moi, parce qu'ils se sont rêvés poètes ou révolutionnaires ou acteurs majeurs à 18 ans, et puis 20 ans ou 30 ans après, ils vendent des assurances, ou ils tiennent une épicerie, ou ils ferment leur gueule et ils tapinent comme tous ceux que j'ai connus à l'époque, hein, puisque j'ai connu tous les petits qui ont pris les places aujourd'hui, je le répète, les Wiesmann, les Becbédé, je les ai tous connus pro-palestiniens, révolutionnaires, voulant tout casser, crachant sur leurs aînés, etc. Et ils sont tous rentrés dans le rang, comme dans la chanson de Jacques Brel, hein. Les bourgeois c'est comme des cochons. Ils sont devenus eux-mêmes des cochons de bourgeois sans aucun problème sur la durée. C'est pour ça que moi je dis il faut rien penser de définitif d'un type avant qu'il ait 40 ans, parce qu'en réalité c'est à 40 ans qu'on voit la solidité et la stabilité. C'est pour ça que la catégorie jeune est une pseudo-catégorie politique et sociale, parce que c'est la catégorie d'ailleurs de l'ennemi, hein, le jeune, parce que la jeunesse est quelque chose qui ne dure pas. Hein, alors que la pauvreté, par exemple, ça peut durer, la négritude, ça peut durer, mais la jeunesse, non, c'est pas une catégorie, c'est une pseudo-catégorie. Et tous les jeunes cessent de l'être à un moment donné, et beaucoup abandonnent leurs idéaux de jeunesse en cours de route. Hein. Donc moi, le sérieux, c'est de dire, tant qu'un mec n'a pas 40 ans, je me fous un peu de ce qu'il raconte et j'attends de voir. Hein. Et vous pouvez vérifier que dans la dissidence, c'est un critère très très valable. On attend de voir. Les 3/4 des types disparaissent. Moi j'en ai vu qui soi-disant allaient casser la baraque, m'expliquer comment fallait faire. Il suffit d'attendre et ils disparaissent. Ils rentrent dans le rang, ils se marient, je sais pourquoi, ils s'achètent une rente, une situation, ils disparaissent, ils passent à autre chose, etc. C'est les lois de la vie, quoi. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, dans le monde professionnel, plus que jamais, lorsqu'on expose ses idées, on se met en danger. Ça, c'était pas le cas encore il y a une dizaine d'années, une quinzaine. Moi, tous les bouquins que j'ai publiés à l'époque, Sociologie du dragueur, vers la féminisation, Abécédaire de la bêtise ambiante, Socrate à Saint-Tropez, j'ai quand même écrit 12-13 bouquins là, hein, pour des fois des gens qui se demandent pourquoi je parle. Je parle parce que j'ai pu écrire et publier 13 bouquins, ce qui représente 15 ans de travail. C'est pas juste parce que j'ai une grande gueule. Il y a une légitimité, il y a un travail derrière. Mais je crois que pratiquement aucun des bouquins que j'ai écrits à l'époque ne pourrait sortir aujourd'hui. Les éditeurs ne voudraient pas les éditer. Et ils auraient tous une multitude de procès. Il y a vraiment une dictature du politiquement correct qui s'est imposée en France, une judiciarisation extrême, où maintenant, dès qu'un type fait un bouquin, un film, etc., où il y a un peu de contenu, un peu de critique, il se prend dans la gueule des avocats et des procès. Et moi là, je suis régulièrement convoqué par des juges d'instruction, parce que des gens comme Caroline Fourest ou même des repris de justice, là, comme un certain, j'ai oublié son nom, là, enfin, le plus gros escroc actuel, l'escroc à la taxe carbone, un type de la communauté, là, il me fait un procès parce qu'il estime que je le diffame, alors que je raconte effectivement qu'il a détourné 1,6 milliard d'euros et qu'il est actuellement en tôle, mais les mecs font des procès à tour de bras maintenant. Si vous dites quelque chose d'un peu critique aujourd'hui, en citant des noms, si vous restez dans les idées, ça peut encore aller, peut-être comme Michéa, vous parlez que de concepts, mais en citant des noms, même si les types sont des assassins, des types condamnés, ils vous attaquent quand même. Je crois que Joël Corbeau d'ailleurs vient de m'envoyer un mail pour que je relaie, pour me dire que El Fassi, l'ordure intégrale qui se permet de mettre des gens en danger de mort en balançant des infos sur son truc, se permet de faire convoquer au tribunal Joël Corbeau. Alors que le type, normalement, devrait être arrêté immédiatement par la police et incarcéré pour ce qu'il fait. Mais voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Donc, effectivement, dictature du politiquement correct. Sur une ligne idéologique bien précise, avec des gens qui ont des passe-droits permanents, qui peuvent cracher sur les Noirs, sur les musulmans, sur les dissidents, insulter, diffamer, comme quand un certain Kuckerman déclare que c'est moi le responsable de la tuerie de Bruxelles. Normalement, c'est procès et condamnation immédiate. Ou comme un dingue, comme Tesson dit que Dieudonné est un animal et qu'il faudrait le fusiller, l'abattre comme un animal. Normalement, c'est tribunal immédiat, voire incarcération. Mais ces gens-là, non, ils peuvent continuer. Mais tout ça, en plus, ça donne justement, j'ai envie de dire, que ça a donné beaucoup d'eau à ton moulin, parce que
toi, tu as dénoncé depuis longtemps un peu, on va dire, cette mainmise d'un lobby sioniste, enfin, comme on dit, le lobby dont on ne peut pas dire le nom. Qui n'existe pas. Voilà, le lobby qui n'existe pas. Ça fait longtemps que tu en parles, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont basculé récemment, parce qu'ils se sont dit, bah, finalement, il a raison, quoi. Parce qu'au départ, c'est complotiste, voilà, alors il y a fou, monomaniaque. Genre aussi, bon, il abuse, il exagère. Monomaniaque, etc. Non, c'est un constat que je fais, et j'en regarde sous la pédale. J'ai remarqué, moi, qu'à partir des années 85, dans le milieu médiatique dans lequel j'étais, puisque j'étais journaliste, j'ai été détenteur de la carte de presse pendant plusieurs années, donc j'étais journaliste professionnel pour gagner ma vie. À un moment donné, une centrifugeuse s'est mise en place dans le milieu des médias. C'est que tout journaliste pro-palestinien et critique du sionisme un peu conséquent finissait par se faire virer. Et à force de virer, de taper sur les doigts aussi, etc., les types ont tous dégagé ou se sont soumis. Le dernier, le plus spectaculaire sans doute étant Ardisson, qui était très 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 antisioniste, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Et aujourd'hui, effectivement, quand on est antisioniste, on se fait traiter d'antisémite par le Premier ministre, et on est un marginal. Hein, alors qu'à l'époque, c'était dans la gauche française. Un marqueur obligatoire, quoi. On était tous pro-palestiniens, quoi. C'était je dirais, une obligation morale, c'était une évidence. Hein. Et surtout, l'Israël de l'époque était bien moins à droite et bien moins critiquable que celui d'aujourd'hui. Ça n'a fait que dériver vers l'extrême droite raciale, théologique et militaire. Donc on devrait encore être... Quand je vois que Valls a rallié le sionisme alors qu'il était pro-palestinien il y a quelques années, normalement, comme homme de gauche, on peut se dire, bon, bah, il est passé d'une idéologie à une autre parce qu'il a évolué dans le bon sens, mais là c'est injustifiable. Hein. Compte tenu du chemin d'Israël, c'est injustifiable. On voit vraiment donc cette soumission est la condition sine qua non pour exister à un certain niveau. Et sinon c'est la marginalité. Voilà. Et vous pouvez le vérifier. Et moi je l'ai dit, j'ai eu le courage de le dire, j'ai eu le courage de le démontrer. L'opiniâtreté de le démonter, et à un moment donné tout le monde est d'accord. Et je peux vous dire un truc, c'est que dans le privé, au niveau des animateurs culturels que je connais tous, quand il n'y a pas de témoins et que les micros sont éteints, ils savent tous que c'est la question qui tue, et que c'est l'allégeance obligatoire pour exister. Je crois que même M. Estrosi a reconnu dans un dîner, ça m'a été rapporté, que le sionisme était un passage obligé. Quand on lui demandait pourquoi il était en tant que maire de Nice hystériquement sioniste, il a dit c'est un passage obligé. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est tout. Donc ça t'a vraiment, on va dire, donné raison sur la longueur, où plein de gens se sont mis à réagir en se disant, finalement c'est vrai qu'il y a un lobby tout puissant qui existe. On l'a vu, l'affaire Dieudonné. Le marqueur le plus évident et le plus incritiquable, c'est le dîner du CRIF. Et d'ailleurs, la dernière fois que j'étais chez Tadei, qui est un peu le successeur d'Ardisson, et que j'avais répondu à un petit journaliste en face de moi, il m'avait dit je parlais de ça, puis il me dit protocole des sages de Sion. Je fais non, dîner du CRIF. Et là, Weizmann, il s'appelait, le petit Marc Weizmann, qui vient de me contacter, soi-disant il veut me rencontrer parce qu'il écrit un livre. Ils veulent tous me rencontrer pour me faire parler, ces gens-là. Et j'ai dit oui, le dîner du CRIF est la preuve, effectivement, qu'il y a un lobby tout puissant qui convoque tout l'appareil politico-médiatique et tous les corps constitués et qui leur dicte la marche à suivre pour l'année à venir, et que c'est en fonction de cette boussole-là qu'ils monteront ou qu'ils descendront dans la hiérarchie du pouvoir. Et c'est... quand je dis ça, c'est incritiquable, c'est absolument démontré. Et là, c'est un vrai problème. Hein? Parce que toi, ils t'ont vraiment boycotté à partir du moment où tu as, on va dire, justement, parlé du sionisme. Avant, ils acceptaient en fait ta parole, même si elle était... Avant, j'étais sur le féminisme. Oui, voilà. J'étais sur des sujets un peu moins centraux. Mais ce qui m'a fait exploser dans cette histoire, il faut le dire, c'est quand j'ai soutenu Dieudonné. Quand Dieudonné a été diabolisé avant qu'il fasse mes excuses, à l'époque de chez Fogiel, les médias cherchaient quelqu'un pour le défendre dans les médias. Donc les téléphones sonnaient et personne ne voulait y aller parce que les professionnels savent que c'est se mettre le lobby à dos et qu'à terme c'est du suicide. Et moi j'ai accepté, alors que j'étais pas pote avec Dieudonné du tout même, hein, je le trouvais très anti-Front National caricaturalement et très peu cultivé politiquement à l'époque. J'ai accepté d'y aller parce que je trouvais que c'était scandaleux ce qui lui est arrivé après son sketch chez Fogiel. Et j'y suis allé chez Vermus, etc. Enfin, vous pouvez regarder les vidéos. Et c'est ça qui m'a mis dans le rouge. Je me suis fait virer de RMC alors que je collaborais aux Grandes Gueules. Quand j'ai appelé à aller voir le spectacle de Dieudonné, mes excuses en disant que c'était un excellent spectacle, le lendemain j'étais débarqué. Je crois que le patron s'appelle Monsieur Veil, je crois. Enfin, je veux dire, c'est assez transparent tout ça. Hein. Vous cherchez, vous trouverez. Hein. Et je me suis fait virer de partout parce que j'ai soutenu Dieudonné et que j'ai refusé de faire comme a fait à l'évêque ou tous ces faux durs et ces faux honnêtes gens là, également faux comiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on leur a mis la pression, Joe Star, vous regarderez, il y a tous ceux qui ont défendu Dieudonné au début, se sont tous couchés les uns après les autres, parce que la pression du lobby est très forte et qu'il n'y a rien de plus fort que ça, quoi.
Et moi j'ai dit non. Et ça m'a valu agression physique, menace de mort, marginalisation intégrale, procès à répétition, etc. etc. Mais aussi respect d'une certaine population parce que crédible. Voilà. En fait, aujourd'hui, l'antisionisme cohérent qui va au-delà de la question israélo-palestinienne, hein, vous l'avez bien compris, c'est à la fois ce qui vous diabolise complètement par rapport aux médias mainstream et c'est ce qui vous crédibilise par rapport aux gens qui font la différence encore entre l'honnêteté et la soumission, et ce qui vous crédibilise dans la dissidence. Hein. C'est vrai que c'est un des marqueurs forts de la dissidence. Sinon, on est Jean Robin, quoi. Alors justement, en parlant justement de cette dissidence, est-ce qu'on peut parler de une dissidence ou des dissidences? Parce que, est-ce que par exemple, parce que je me fais un peu l'écho de toutes les questions, est-ce que par exemple on peut être dissident et ne pas être d'accord avec Alain Soral? Bah, moi je le dis, il y a des tas de sujets sur lesquels je ne suis même pas d'accord avec moi-même. Ça fluctue. Je ne demande pas que les gens soient d'accord avec moi sur tout. Je demande à ce qu'ils reconnaissent une certaine honnêteté, une certaine intégrité, une certaine cohérence. Et puis après, il y a un point de vue. Et le point de vue, c'est là d'où je vois les choses. Ce que j'essaie d'expliquer aux gens, le point de vue, ce n'est pas une formule littéraire, c'est un concept sociologique pertinent. C'est-à-dire qu'on ne peut voir le monde que de là où on est, prétendre qu'on le voit de façon omnisciente comme les néo-kantiens par l'époquet ou les sociologues positivistes par le recours à la science est une naïveté, est une arrogance. Moi je suis un moyen bourgeois français né dans les années 60 qui a passé son enfance dans une cité dortoir de la banlieue parisienne. Voilà, je suis ce que je suis. Je ne suis pas issu de l'immigration, je n'ai pas la peau noire, je ne suis pas juif. Voilà, donc je ne suis pas Éric Zemmour, je ne suis pas toi, je ne suis pas Dieudonné, et donc j'ai dit que de mon point de vue, mon analyse est honnête et cohérente et est relativement performante, mais ce point de vue n'est pas objectivement celui d'autres gens et peut heurter d'ailleurs mon point de vue celui d'autres gens. Quand je me mets à la place du français de souche issu du prolétariat et de la violence qu'il subit en banlieue depuis 30 ans, de toutes les nuisances qu'il subit, prolétaire souvent issu d'ailleurs des ex-vagues d'immigration polonaise, espagnole et portugaise, je peux agacer un petit jeune issu plus récemment d'une immigration, un petit jeune de banlieue issu d'une immigration afro-maghrébine qui ne comprend pas mon soutien et mon empathie pour certains types qu'ils identifient comme des gros beaufs et des fachos. Tout à fait, ouais, voilà. Mais voilà, là-dessus je reste droit dans mes bottes. Comme quand je défends Le Pen, que j'appelle le résistant suprême et le combattant suprême, j'ai régulièrement des gens qui disent on t'aime bien Soral, mais comment tu peux défendre ce salaud qui a torturé en Algérie? Ça, j'ai plein de questions. Excusez-moi, mais moi je suis français. Pour moi Le Pen c'est un grand combattant français. À un moment donné il s'est réengagé dans une guerre qu'il n'a pas d'ailleurs déclarée. Hein, c'est le gouvernement socialiste de Guy Mollet qui l'a déclaré et qui a voté les pouvoirs spéciaux à Massu et à Ossarès. C'est Mitterrand qui a fait couper la tête en tant que ministre de la Justice à des tas de résistants. Le Pen, même dans cette séquence-là, est totalement respectable par rapport à son point de vue, à son origine et à ses convictions. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre, et là-dessus je ne transige jamais. Je dis, j'expliquais un jour sur un marché en banlieue, pas loin d'ici, où il y avait pratiquement d'ailleurs que des barbus en djellaba. Je dis, il y a deux catégories de gens aujourd'hui qui sont montrés du doigt et qui ont un problème, je dirais, de vie quotidienne par rapport à l'idéologie dominante. C'est le musulman qui veut vivre sa foi en France et le militant Front National. C'est les deux qui se font cracher la gueule systématiquement par les animateurs de Canal+, et par les vendus de Charlie Hebdo. Et je dis, et pourtant vous détestez l'un l'autre. Je dis, à un moment donné, vous avez peut-être des choses à vous dire, puisque quand on subit les mêmes attaques par les mêmes, c'est forcément que, au moins par la bande, hein, par le rapport au tiers, on a des points communs. Et que au moins, moi je prétends pas que tout le monde doit fraterniser à tout prix, mais j'ai horreur des gens qui critiquent sans comprendre. Je pense que la force, la supériorité morale et intellectuelle, c'est de comprendre l'autre. On est toujours plus fort quand on comprend l'autre par rapport à l'autre qui ne vous comprend pas et qui vous dégueule. C'est-à-dire que moi, le mépris que j'ai pour les gauchistes, c'est ils la ramènent mais ils ne comprennent rien. Moi, je comprends exactement ce que c'est qu'un gauchiste. Hein. Et c'est insupportable, les gens qui crachent, qui dégueulent et qui expriment aucune compréhension. On peut, même moi dans ma critique très radicale, non seulement du sionisme, même d'un certain judaïsme, ça découle d'un gros travail de compréhension. C'est ça qui est important. La compréhension, c'est toujours une forme de respect. C'est-à-dire, j'ai étudié la question, je m'y intéresse, je ne nie pas que ça existe, j'essaye de comprendre, ce qui est une forme de respect, et puis surtout ce qui empêche la violence d'une certaine manière. Parce que quand on comprend et qu'on explique, même si on combat,
ça évite la phase de violence radicale, émotionnelle, etc. D'ailleurs, les dingos d'extrême gauche sont d'autant plus violents aujourd'hui qu'ils ne comprennent plus rien et que leur engagement est devenu totalement illégitime et stupide. C'est pour ça dire qu'ils ne recourent plus qu'à la violence. Et le marqueur type, c'est que une de leurs actions principales aujourd'hui, c'est de brûler et de détruire des livres. C'est quand même très fort pour des gens issus de l'histoire de la gauche. Normalement, c'est un truc de beauf d'extrême droite. Hein. Si on regarde Fahrenheit, les autos d'affaires, etc. C'est un peu, alors c'est presque justement, j'ai presque envie de dire une troisième voie, la voie d'égalité-réconciliation, parce que je sais que toi tu es très critiqué justement par les mouvements identitaires, comme tu l'as expliqué, que parce oui, que des ennuis de tous les côtés. J'ai vu des trucs où on dit non mais Soral il est islamophile, baboucholâtre aussi. Ouais, baboucholâtre, etc. Donc finalement les mouvements d'extrême gauche ils disent non il est d'extrême droite, les mouvements d'extrême droite vraiment, enfin identitaires en tout cas, ils disent bah non Soral il est limite trop à gauche pour nous, on sait plus. Marxiste aussi, il y a toute une extrême droite qui supporte pas le fait que je garde un substrat marxiste. Ouais, complètement. Pour eux je suis un rouge. Ouais. Oui, mais bon, mais ça c'est quand on fait du transcourant et quand on fait de la réconciliation et quand on se retrouve entre deux courants, entre deux combattants, c'est toujours là que c'est le plus dangereux et qu'on prend des coups. Ouais. C'est beaucoup plus confortable de rester dans un petit milieu bien fermé, avec une espèce de narcissisme comme ça, une auto-reproduction. Ouais, c'est sûr qu'effectivement, je me fais attaquer de tous les côtés en même temps. Mais je suscite aussi le respect aussi de pas mal de gens dans tous ces milieux-là aussi. C'est pas que il y a des identitaires qui respectent ma constance, mon intégrité, le fait que même si je suis pas identitaire, j'explique bien que je comprends la colère identitaire et l'inquiétude identitaire, ce qui est fondamental, ça ne vient pas de nulle part, cette espèce de prurite identitaire aujourd'hui en France. Il suffit de se balader par ici, là. Si on est un Français de souche, il faut comprendre que l'angoisse identitaire est totalement légitime. Il y a, moi, je suis assez provocateur, donc je vais le faire. Quand je suis à Saint-Denis, au bistrot en terrasse, on fait un jeu entre nous, c'est compter le blanc, ça s'appelle. Chaque fois qu'on voit un blanc passer, on marque un point. Des fois, il faut 1h30 avant qu'il y ait un blanc qui passe. En général, c'est un Polonais ou un Roumain. Voilà, je n'en dirai pas plus. Hein. Et après, on te dit que la question que tu dois te poser, c'est de savoir si tu es raciste. Tu sais, c'est le mec, il est blanc, il est dans une rame de métro, il y a 80 personnes, il est le seul blanc, et la question qu'il doit se poser, c'est est-ce que je suis raciste? Il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Tu vois. Alors évidemment, bon, c'est comment on en est arrivé là. Ça, c'est la bonne question. Mais moi, ça me fait, voilà, je provoque là-dessus, j'hésite pas à provoquer. Je me suis déjà fait insulter par des mecs à cause de ça. Quoi. Oui, c'est ça. Parce que... Le mec, il m'insultait, me traitait de raciste à Bagnolet. Je dis, mais attends. Je dis bon voilà, moi je suis blanc, je suis français de souche, je suis à Bagnolet, excuse-moi mais je me sens plus angoissé que toi, le type était un maghrébin, militant syndical, laïque, qui se prétendait musulman parce que c'est la mode. Je citerai pas de nom, chacun sait qui c'est. On s'était affrontés sur Ouma TV, et le type dit mais comment tu peux traiter les Français de base de racistes quand tu vis à Bagnolet? Regarde ce que tu as devant toi. Le petit blanc, il est très très inquiet de l'évolution de son pays qui s'appelle la France, qui est quand même un pays qui est en Europe, de tradition chrétienne. Et effectivement, bon, alors après on peut expliquer qu'il s'est passé des choses, mais nier ça, c'est nier cette angoisse, nier cette réalité, c'est très malhonnête, très irrespectueux. Hein, et là-dessus, je ne transige pas. Tu crois par exemple, à ce que fait par exemple Kémy Séba, qui pense que lui, il faut que les descendants d'immigrés retournent en Afrique C'est une démarche totalement honnête, totalement légitime, que je trouve beaucoup plus honnête que celui qui veut rester là, tout en crachant sur la France et en demandant des réparations, qui n'a aucune intention de partir et qui dit que ce pays est horrible, qu'il est entouré de racistes, que c'est insupportable, mais qui veut rester et qu'on lui file du pognon. Je trouve ça beaucoup plus honnête quand on décide que ce pays est insupportable et que c'est horrible de vivre dans ce pays quand on est blanc ou issu de l'ancien empire colonial. C'est beaucoup plus courageux de retourner dans son pays d'origine et d'essayer d'y construire quelque chose, surtout que là-bas on a besoin de cerveau et de bras. Hein. C'est des pays où il y a du développement possible. Et je trouve que la démarche de Kémy Séba est totalement légitime et cohérente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Moi, je travaille avec Mathias Cardet. Il a totalement, lui, il est dans la logique patriote. Mais je ne vois pas pourquoi les deux possibilités, enfin les deux choses sont possibles. Tu es français d'origine immigrée, issu de l'ex-empire colonial. Tu arrêtes, tu fais en sorte d'être heureux dans le pays dans lequel tu as décidé de rester, qui est le tien, qui s'appelle la France, donc tu arrêtes le discours victimaire, un discours d'ailleurs qui t'a été appris par nos maîtres sionistes. Hein. Oui, et puis si vraiment c'est insupportable et que tu es honnête avec toi-même et que tu trouves réellement que c'est insupportable, et ben tu décides de partir, et tu pars, je veux dire, à un moment donné. Mais quand tu restes pour pleurnicher, demander du pognon, et cracher, avec aucune intention de partir, tu es un malhonnête et tu es un dépressif. Donc tu es malhonnête et malheureux.
C'est la réalité d'ailleurs, on voit bien que ces gens-là sont et malhonnêtes et malheureux. Et moi j'ai pas de respect pour ces gens-là, je dis, vous mettez pas vos... C'est exactement comme je dis, j'ai aucun mépris pour le jeune juif français qui se sent très très solidaire d'Israël, s'il fait son alia. Il y va. Mais s'il est là uniquement pour nous emmerder avec Israël alors qu'il est censé être français et profiter ô combien de tous les avantages de la France, à un moment donné il y a contradiction. Hein. Donc je dis, soit tu es français et tu mets ta judéité entre parenthèses et tu la gardes pour chez toi, ta sphère privée, et tu fais à minima, tu te mets sur un discours à la Zemmour, soit tu vas jusqu'au bout de ta logique, tu arrêtes de nous emmerder avec ta LDJ là, et tu fais ton alia et tu pars combattre en Israël, et là tu te démerdes avec les Palestiniens, c'est un autre problème. Mais c'est ça, c'est ce mensonge, c'est la même chose. Hein, je veux dire, voilà. Moi j'ai pas ce problème là parce que je suis un petit Français de base et moi je me bats pour mon pays et je suis né là. Et alors on pourrait me rétorquer que je suis savoyard, donc français après les Antillais, c'est vrai, c'est vrai historiquement. Mais en tout cas, voilà, oui, moi je me sens très français, je suis issu de la classe moyenne et mon combat effectivement, c'est que je suis très inquiet pour mon pays, très inquiet, pour des raisons je crois qui apparaissent à de plus en plus de gens aujourd'hui. Hein, c'est un pays en danger, la France, à tous les niveaux. Et je me bats pour essayer d'aider à éviter la catastrophe en réalité. Donc de ce point de vue-là, je suis assez incritiquable parce que je pousse jamais ni à la violence, ni à l'extrême, ni à la radicalisation, ni à la ceux qui écoutent vraiment ce que tu dis, ils n'ont pas du tout la même image évidemment que de ceux qui te conspuent de l'autre côté. Qui soit ne savent pas réellement ce que je raconte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, t'as lu les livres de Soral? Il fait, ah non, il n'est pas question que je les lise, c'est un facho. Donc les gens ils ne savent pas ce que je raconte, ils croient les médias officiels qui sont qui ont atteint un niveau de mensonge inouï. Hein, ça on l'a démontré aussi grâce, tu le fais aussi maintenant. On montre comme c'est une phrase de moi qui est devenue un peu connue maintenant, c'est un journaliste aujourd'hui, c'est une pute ou un chômeur. Ou alors on fait du journalisme dans une cave, en dissident. Oui, c'est-à-dire qu'on a tellement raconté de saloperies, de mensonges sur moi qu'il y a des gens qui pensent que je suis le diable, quoi, et qui pensent que je suis ceci, cela, etc. Et quand ils outrepassent l'interdiction des médias officiels, parce qu'on leur dit n'allez pas voir, on s'occupe de vous expliquer ce que c'est. Quand ils outrepassent et qu'ils vont voir, il y a très peu de gens qui, au bout d'un moment, ne basculent pas en disant c'est quand même. Je crois que même Bill Guerre, là, l'ancien juge, a dit Soral, c'est plus compliqué que ce qu'on dit. Et je veux déjà dire quelque chose, parce que lui, il est dans le système. Et oser dire ça, déjà, ça veut dire en gros, je suis allé voir et c'est autre chose, quoi. Et c'est vrai que je mets au défi quiconque me crache à la gueule a priori comme ça, de continuer à dire exactement la même chose après avoir passé un certain temps à regarder mes vidéos, avoir lu quelques-uns de mes bouquins, etc. C'est, à mon avis, si le type reste exactement sur la même position, c'est qu'il est malhonnête ou totalement abruti. Hein, quand on regarde aujourd'hui les gauchistes de base, on recrute beaucoup chez les abrutis. Les cadres sont des malhonnêtes et à la base c'est des abrutis. Et alors justement, en parlant de partis politiques, alors il y a ton engagement à un moment donné au Front National. Et aujourd'hui, mais il t'écoute pas le Front National. Parce que la ligne faut pas dire ça. Philippot n'aurait pas pu rejoindre le Front National sans ma médiation, d'une certaine manière, sans le discours de Valmy. Faut pas oublier, je suis celui qui a porté le virage du Front sur la question économique et sociale. C'est important la question économique et sociale, c'est fondamental en politique. Ouais, et ce virage antilibéral, nationaliste cohérent, c'est-à-dire pro-étatique, c'est-à-dire pas anti-fonctionnaire, etc. Parce qu'on ne peut pas être nationaliste quand on ne veut pas de fonctionnaires. Il faut un État, il faut qu'il y ait un appareil d'État, il faut que ça fonctionne, il faut un corps de fonctionnaires. Sur des tas de sujets, j'ai réussi à insuffler la bonne ligne, et je le dis, si je n'étais pas passé par le Front à un moment donné, Philippot n'aurait pas pu y rentrer. Philippot, il est rentré sur ma ligne, c'est un néo-gaulliste en réalité. Alors sur la ligne réconciliation nationale avec les musulmans, patriotes, etc., effectivement, ça n'est pas passé, même s'il y en a qui sont sur cette ligne-là au front, faut pas rêver. Hein. Mais c'est pas passé parce que Marine Le Pen n'a pas la culture. Mais elle jette de l'huile sur le feu. Elle n'a pas la culture, elle n'est pas cultivée d'abord. Elle ne sait pas ce que c'est que le monde musulman, c'est complexe, elle mélange tout. Et puis il y a tout un vieux fond droitard, pied noir, PACA au front, pour qui la grande souffrance c'est d'avoir été chassé d'Afrique du Nord et qui veulent se payer, qui ont la haine du bougnoul parce que non seulement ils ont été chassés d'Algérie, mais en plus les IVA les emmerdent à Perpignan, donc ça c'est la ligne Alliot. Eux ne veulent absolument pas de réconciliation nationale. Et puis il y a tout le côté, je dirais, très efficace politiquement du ralliement du front au républicanisme. Qui est en fait une idéologie maçonnique et qui les amène tout droit vers le PS en réalité, mais qui est efficace, qui dit journée républicain, etc., qui les empêche de comprendre mon concept du front de la foi, hein, c'est-à-dire de défense des spiritualités, et de montrer que si l'islam est attaqué aujourd'hui, comme le catholicisme a été attaqué hier, par cette religion que Payon a parfaitement assumée récemment, là, qui est la franc-maçonnerie. Et que de ce point de vue-là, Marine Le Pen, tous les slogans qu'elle reprend pour rassurer l'électeur sont des slogans maçonniques.
la République, les droits de l'homme, machin, etc. Donc, disons que mon positionnement est un positionnement d'avant-garde, un peu complexe, qui est d'avenir à mon avis, même pour le Front, mais qui prend du temps. Et comme le Front est dans une logique électoraliste, c'est du coup par coup. C'est la discussion que j'avais eue avec Le Pen. Il m'a dit, Alain, tu as raison, mais nos électeurs sont... C'est un peu trop subtil pour nos électeurs. Et moi, j'avais dit, j'ai bien conscience que cette ligne, gauche du travail, droite des valeurs, réconciliation nationale, est une ligne d'avenir, mais sur 15 ans, pas sur 3 mois. On peut pas... Moi, je suis sur quelque chose sur le sérieux, sur le solide. Et à un moment donné, il faut accepter de perdre du monde en route. Il y a des changements de cap, etc. Mais je pense que c'est ma ligne réconciliation nationale, gauche du travail, droite des valeurs, front de la foi, tous ces concepts que j'ai lancés, nationalistes de tous les pays, unissez-vous, etc. Tous ces concepts sont les bons concepts pour un parti politique aujourd'hui, j'en suis sûr. Et le Front en a repris un certain nombre. Il ne les a pas tous repris. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que je m'en suis éloigné. Et moi ce que je dis, c'est que je fais pression de l'extérieur sur le Front pour essayer qu'il soit le plus proche de cette ligne qui me paraît la meilleure. Et de temps en temps, il y a des déceptions, puis de temps en temps, il y a aussi des bonnes choses. Par exemple, le Front, sur l'affaire Dieudonné, les seuls qui ne soient pas hystériquement jetés sur Dieudonné, c'est les gens du Front National. Même Alliot s'est tenu correctement même Alliot. Et c'est les seuls qui se soient tenus correctement sur l'affaire Dieudonné. Voilà, donc... Mais alors ce qu'on leur reproche, par exemple, c'est sur l'Union Européenne, par exemple, que le Front National n'est pas assez clair. Par exemple, moi je me souviens que... Mais ça c'est parce que tu viens de chez Asselineau, toi. Un peu, c'est vrai. Moi je répondrais de façon... Alors, allez-y. Ce qui compte, c'est de prendre le pouvoir. Quand tu veux prendre le pouvoir, il n'est peut-être pas très malin d'annoncer exactement tout ce que tu comptes faire à tes ennemis. Asselineau qui dit tout, et qui est un très bon conférencier, très bon analyste, est la preuve, par sa manière même de s'exprimer, qu'il ne comprend rien à la politique et qu'il ne fait pas de politique en réalité. Ce n'est pas un politique. Quand tu fais de la politique, tu dis pas tout. C'est comme les gens qui disent oui, monsieur Soral, c'est bien joli l'animation culturelle, la contre-culture, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour reprendre le pouvoir ? Si tant est que j'avais une idée pour prendre le pouvoir réellement, vous pensez bien que je ne vais pas aller le dire dans les médias en disant on va faire ci, on va faire ça. Et un type qui prépare un coup d'État, il dit attendez les gars, demain à 8h on va prendre l'Elysée, puis après on va prendre la maison de la radio, et je sais pas trop quoi. Ouais, donc, mais est-ce qu'elle le fera aussi une fois arrivé au pouvoir parce que... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Marine Le Pen a plus de chances d'arriver au pouvoir qu'Asselineau. Et que si Asselineau était cohérent, il rejoindrait le Front National et il aiderait le Front National à améliorer, à clarifier sa ligne sur la question de l'Union Européenne. Or en fait, ce qu'il fait en permanence, c'est tirer sur le Front National. Or il y a d'autres choses à faire que de tirer en permanence sur le Front National quand on prétend s'opposer au système. Le Front National, c'est pas le système, c'est le seul parti qui, bon an mal an, pour des raisons historiques, accidentelles, etc., a démontré quand même, par 40 années, qu'il était plutôt un parti que le système n'aimait pas et dont le système se méfiait. Il y a quand même l'histoire, ça je sais pas ce que tu en penses, toi tu crois pas trop à l'histoire du financement par Pierre Sérac de la secte Moon. Mais Le Pen est allé chercher de l'argent partout où il a pu pour solidifier son mouvement, et l'important c'est d'être financé par plusieurs personnes et que ça s'équilibre. Il est allé chercher aussi de l'argent en Irak, chez Saddam Hussein. Donc Le Pen étant bloqué en France par le lobby dominant qu'on a identifié tout à l'heure, et ce lobby dominant interdisant le grand patronat de financer Le Pen ou de le soutenir, les loges barrant aussi Le Pen, à un moment donné il a fallu qu'il aille chercher l'argent où il pouvait. Et je pense qu'à un moment donné il a dû accepter de l'argent de gauche et de droite, etc. Mais c'est pas parce qu'il a accepté de l'argent, peut-être même de la Fextomoun qui est proche de la CIA, que d'un seul coup, le Front National devient une annexe de la CIA. C'est très bête, c'est du monodéterminisme. Et je rétorquerai à Asselineau que lui, il a travaillé pratiquement toute sa vie pour Pasqua, qui est la CIA. Je veux dire, Pasqua, c'est de l'atlantisme intégral. Ouais, il le dit maintenant. Et qu'il a été le suppléant de Tibéri. C'est-à-dire qu'un type qui a compris 20 ans après moi et 40 ans après Le Pen ce que c'était que la dissidence n'a pas de leçon arrogante de dissidence à donner. Il faut un peu en rabattre un peu. Asselineau a été un haut fonctionnaire qui a tapiné pour le système toute sa vie, et il vient de découvrir le poteau rose l'année dernière, et il veut tous nous donner des leçons. Je veux dire, c'est un peu gros quand même. Alors, il connaît bien son sujet, c'est-à-dire la critique effectivement de l'Union Européenne et les mécanismes de l'Union Européenne, etc. Mais, je le répète, il n'a aucun avenir politique, il n'a aucun charisme, aucun courage non plus. Vous mettez un ananas quelque part, il vire tout le monde. Je crois que tu es bien placé pour le savoir. Donc de toute façon, sur les marqueurs, je dirais, de désobéissance, il se soumet immédiatement, comme Dupont-Aignan. Dupont-Aignan m'avait invité au restaurant il y a un certain temps. Je le dis clairement, et il m'avait dit Alain, je viens de loin, etc., mais finalement je suis d'accord avec toi sur tout. Ma ligne, c'est la tienne. C'est-à-dire la ligne économique du front et la réconciliation avec les musulmans, etc. Bon. Et à l'époque, ils me draguaient parce qu'il n'y a pas de jeunes chez eux. Les jeunes, ils sont chez moi. Moi, je fais une conférence, il y a des milliers de gens qui viennent. Chez eux, il n'y a jamais personne. Il n'y a que des vieux, des profs, des tocards, etc. C'est leur grosse fascination, elle est là.
C'est que les jeunes, des jeunes qui viennent spontanément et qui payent même pour écouter parler, ils sont cessorales, ils ne sont pas ailleurs. Les autres, il faut payer, il faut tricher, il faut mentir, etc., etc. Et en fait, du jour où, effectivement, sur le plan des idées, sans doute, il était honnête quand il m'a dit, effectivement, j'ai cette ligne-là. Mais le problème, c'est qu'il ne fait pas le tout d'avoir une ligne qu'on peut écrire sur un tableau noir. Il faut avoir les couilles de la porter face à l'ennemi, face au pouvoir. Comment s'est comporté Dupont-Aignan quand Arcadie lui a tiré le bout de l'oreille? Il a fait échouva, voilà, c'est tout. Ce que je remarque, moi, que c'est Le Pen ne s'est jamais soumis. Et ce que je remarque, moi, que c'est qu'Asselineau, il n'y aura pas besoin de le secouer beaucoup pour qu'il s'écrase. Donc il peut être très performant dans sa critique de l'Union européenne, mais quand vous touchez les intérêts supérieurs du pouvoir, même si vous ne commettez en ligne directe aucune faute, de toute façon l'ennemi vous diabolisera. C'est ce que j'explique aux cons naïfs comme celui que je ne nommerai pas. C'est pas toi qui décides si tu es antisémite. C'est le pouvoir qui le décide. Si d'un seul coup tu gênes le pouvoir sur d'autres critères que la question strictement de l'antisémitisme, mais que tu poses problème à l'oligarchie, ils te traiteront d'antisémite. Ils ont fait ça avec Pierre Péan, ils ont fait ça avec Jean-Luc Godard, ils ont fait ça avec Jean Baudrillard, ils l'ont fait avec tout le monde. Donc si Asselineau va jusqu'au bout de sa critique de l'Union européenne et qui gêne l'oligarchie européenne, de fait on lui dira vous avez donné une conférence c'est Serge Anoub un jour et c'est fini, il est plié déjà Asselineau, rien que pour ça il est mort. Et quand on lui sortira ça à la télé, il fera encore pire dans la soumission que Dupont-Aignan. Parce que c'est un haut fonctionnaire, c'est pas un mec qui a des couilles. Le Pen, moi je sais ce que c'est qu'un homme et puis un prof. Pour faire de la politique, il ne faut pas être juste un prof, il faut être aussi un homme. C'est tout, je vais être clair. L'autre, c'est sûr que le pouvoir fait ça et il se couche. C'est tout. Et ça, c'est pour ça que je ne supporte pas que des gens comme ça attaquent Le Pen. Le Pen, on peut lui reprocher des tas de choses. Une certaine vulgarité à une certaine époque, un certain libéralisme économique. C'était pas... Oui, quand il se prenait pour Reagan. Oui, mais d'accord, mais c'est pas une question qu'il connaît très bien, l'économie. Lui, il était pro-républicain, parce que antidémocrate, sur la question américaine, c'était pas si incohérent que ça, quand on comprend ce que c'est que la gauche et la droite aux États-Unis. Mais malgré tout, il a toujours pris le système dans la gueule, ce qui est un marqueur permanent. Quand le système vous attaque systématiquement, met toujours des photos de vous sur les journaux, vous avez une sale gueule, jamais une photo, vous avez une bonne tête, vous diabolise systématiquement, vous attaque systématiquement, etc., etc., c'est que quelque part vous gênez et que vous faites réellement un travail. On voit très bien que le traitement réservé à Besancenot n'est pas le même qu'à Le Pen. Voilà, Le Pen n'est pas dans le gala comme un des 10 hommes politiques les plus séduisants ou je sais pas quoi. Non mais ils prennent quand même avec Marine beaucoup d'argent de l'Union européenne quand même en tant que député. C'est la moindre des choses. Bah oui, mais pourquoi? Je veux dire, quand on combat le système, on n'est pas obligé non plus de. Il faut savoir s'en servir à minima. Parce que, mais ils ne peuvent pas dénoncer. Est-ce que c'est cohérent? Parce que comme je reprends. Il ne s'est pas présenté à Asselineau aux européennes là? Ah si, c'est présenté. Alors il s'est présenté. Il a même présenté cette liste. Oui, il a fait 0. Ce qui compte, c'est que les gens qui me disent c'est mieux l'UPR que le Front parce qu'ils sont plus cohérents et plus précis sur la sortie de l'UE. Je dis la différence, c'est que Asselineau il fait 0 aux élections et le Front fait 25. Donc Asselineau, ce qu'il devrait faire, c'est aller au Front, rejoindre le Front comme l'a fait Robert Ménard. Ça serait ça pour aider, voilà. Or il attaque le Front en permanence et moi les gens qui me disent l'UPR c'est mieux parce qu'il y en a, je dis ouais, mais l'UPR fait 0,5, pour qu'ils arrivent à 25% il faudra 40 ans. En admettant que, parce que c'est ça qu'il faut pour qu'un parti s'étudialise. Dans 40 ans on sera tous morts, Asselineau y compris, et de toute façon la question sera totalement autre. C'est maintenant qu'il faut agir et être efficace. Et je suis de le dire, quand on s'inscrit dans une logique de politique politicienne, de politique électoraliste, ce qui n'est pas la mienne, le seul parti que le système n'aime pas et qui cogne contre le système et qui pèse, c'est le Front National. C'est une réalité. Donc si, à un moment donné, on doit mettre un bulletin de vote pour essayer de peser dans cette logique-là de l'électoralisme, je dis votez Front National. Mais moi, par exemple, j'ai pas voté les dernières élections. Là. Donc je dis pas vous devez le faire. J'ai dit si vous êtes dans une logique électoraliste anti-système, je suis désolé, ce qui me paraît le plus cohérent, c'est le vote Front National. Voilà. Mais après, ça ne veut pas dire que j'adhère entièrement, que je ne trouve pas qu'il y a des erreurs de commises, qu'il n'y a pas des hypothèques et des non-dits. Je veux dire, pour savoir ce que Marine Le Pen fera quand elle aura pris le pouvoir, il faut qu'elle le prenne d'abord. On n'aura jamais moi, les gens me disent, qu'est-ce qu'elle fera quand elle aura pris le pouvoir? Comment puis-je le savoir? J'en sais rien, moi. Elle-même, peut-être, ne le sait pas. Mais on lui reproche son entourage aussi, c'est-à-dire que, tu sais, on a l'impression que Marine Le Pen, il y a autour d'elle certains francs-maçons. Oui, il y en a moins qu'ailleurs, c'est ce que je vais vous dire. Il y a des sionistes. Oui, elle s'est entourée, dans un but de dédiabolisation, elle s'est entourée de gens qui n'auraient jamais pu mettre les pieds au front du temps de Le Pen père. Voilà. Mais c'est parce que ça s'appelle la dédiabolisation. Voilà, bon. Et il y a effectivement un ou deux francs-maçons, un ou deux sionistes, mais ce que je dis, c'est que c'est le parti où il y en a le moins. Dans les autres partis, il faut être maçon et sioniste pratiquement pour être cadre. Voilà, donc c'est pas
quand on réfléchit dans la politique politicienne, c'est du billard à 3 bandes. Je veux dire, c'est pas sioniste ou pas sioniste. C'est quels sont vos réseaux, quelles sont vos allégeances, quels sont vos alliés prioritaires et secondaires, quels sont vos ennemis absolus, etc., etc. Enfin, c'est du Carl Schmitt. Et de ce point de vue-là, je dis que le Front est le parti le moins sioniste de France, d'abord parce que les sionistes n'en veulent pas. Et parce qu'historiquement, effectivement, c'est eux qui ont le plus de casseroles. Et que voilà, donc en France, il n'y a pas de parti totalement radicalement antisioniste. Il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a pas, mais il n'y en a même pas à gauche. Hein. Il n'y en a même pas à l'extrême gauche, c'est fini. Le NPA, ils font semblant d'être antisionistes. Hein. C'est du faux antisionisme. C'est du antisionisme où tu vires tous les antisionistes cohérents. C'est de l'antisionisme validé par le Congrès juif mondial. C'est comme ça que ça marche. Donc on sait très bien ce que c'est. Donc en réalité, la question, c'est que même le Front aujourd'hui n'est plus radicalement antisioniste, mais de toute façon, il n'y a plus aucun mouvement radicalement antisioniste, y compris l'extrême gauche trotskiste. Je veux dire, c'est ça le constat de la séquence qui est la nôtre, c'est que le sionisme a réussi à soumettre la totalité du champ politique français, y compris, je dirais, une partie, on va dire, du Front National. Ça me paraît évident pour Alliot. Marine essaye de ne pas se faire trop diaboliser. Parce que Marine, en plus, je sais qu'elle a vraiment, en plus, pour consigne donnée à tous ces cadres, de rien à voir avec justement la dissidence entre guillemets. Oui, parce qu'elle est dans une logique électoraliste de vote majoritaire. Nous, on n'est pas dans cette logique-là. Mais elle se trompe pas en termes de stratégie parce que... elle se trompe pas. Je te dis ça à toi, mais parce que... Si je pensais que sa stratégie est la bonne, j'irais. Moi je fais autre chose, hein. Déjà je te le dis. Et puis là tu as bien vu qu'avec le dernier épisode où elle a lâché son père parce qu'elle a peur qu'il dérape et qu'il dérape de plus en plus et qu'elle veut plus se faire prendre par la patrouille, et on sait quelle est la patrouille, hein. Comme par hasard le dérapage c'est sur Bruel, c'est pas sur l'islam. C'était léger comme dérapage en plus. Non, mais c'est un dérapage, c'est pas un dérapage, je veux dire, c'est un prétexte. Quand on veut tuer son chien on dit qu'il a la rage, etc. Mais moi je ne suis pas du tout cette ligne-là, puisque nous on a soutenu Le Pen père, et on a même dit qu'on relayerait son blog, parce que pour nous c'est un dissident. Et moi des gens avec qui je discute me disent oui mais enfin il faut être réaliste, Le Pen père devient un handicap pour le Front, parce que comme il vieillit et qu'il s'en fout, il est capable de se faire plaisir et de déraper, et en cela il engage la totalité du Front, donc il lui coûte cher, etc. Donc il vaut mieux qu'il fasse ses plaisanteries en dehors du Front. Ce qui est cohérent, je veux dire, pour des gens qui militent, qui se battent, et qui militent et qui se battent pour accéder au pouvoir par l'arithmétique électorale, c'est-à-dire élection après élection, en montant dans le pourcentage de vote. Moi, j'ai pas cette vision du monde du tout. Je m'en fous, ça m'intéresse pas. Je pense que si d'un seul coup le pouvoir bascule en France, ça sera peut-être pour dire de façon beaucoup plus insurrectionnelle, et que peut-être la bascule se fera pas par les élections, et que si la bascule doit se faire par les élections, le pouvoir se débrouillera pour annuler les élections, les abroger ou les frauder intégralement, comme aux États-Unis avec le vote électronique. Mais bon, c'est la stratégie du Front National, de Marine Le Pen. Et moi, je ne suis pas au Front National, et c'est pas parce que je n'attaque pas systématiquement Marine Le Pen en la traitant de putain, de sioniste comme tous les connards d'Internet, que je suis mariniste. Je veux dire, on a quand même le droit, enfin c'est ce que j'essaie d'expliquer, d'avoir une analyse, une position nuancée sur les gens. Je veux dire, je ne peux pas vouer aux gémonies Marine Le Pen comme je voue aux gémonies Bernard-Henri Lévy, c'est pas comparable. Donc il y a des choses, j'ai des choses que je n'aime pas dans le fond de Marine Le Pen et d'autres que je respecte. Et on vous somme. Le problème de la dissidence, qui est un peu un truc d'ado énervé, un peu caricatural sur la toile, où on se lâche parce que c'est très facile, c'est oui, non, connasse, génial, comme sur moi, quoi. Soral, c'est le Messie ou c'est une pourriture, j'en sais rien, c'est le diable, je suis rien de tout ça, c'est pareil. Je peux me tromper sur certains sujets, je parle de beaucoup de choses, donc des fois je peux être un peu imprécis, je me trompe moins souvent que les autres, c'est ce que je dirais. Voilà, c'est les gens qui ont une espèce de position comme ça, noir-blanc, oui, non. Et moi les gens disent ouais, vous poussez les musulmans à voter Front National. Non. Oui, ça, moi, je dis que quand un Français de confession musulmane vote, il devrait penser pas seulement à sa religion, mais aussi à son intérêt de classe, à sa position économico-sociale. On n'est pas que musulman. On est ouvrier musulman, on est fonctionnaire musulman, on est petit bourgeois musulman, on est petit commerçant musulman. Et en réalité, c'est quand on défend sa position sociale intelligemment qu'on peut défendre sa position religieuse. Parce que si à un moment donné, on monte socialement, on vous respecte. C'est-à-dire que pour que les musulmans soient respectés en tant que musulmans, il faut qu'ils accèdent à la classe moyenne supérieure. Donc pour ça, il faut qu'ils aient un positionnement économico-social cohérent dans leur vote politique. Vous voyez, enfin, ça c'est une vraie analyse que je fais. Hein. Donc moi je dis pas qu'est-ce que je vais voter en tant que catholique. Je ne suis pas que catholique. Je pourrais dire attends, la plus catholique c'est Boutin, je vais voter Boutin. Non, je vote pas Boutin, parce que Boutin elle n'est pas seulement catholique, elle est issue de l'UMP, c'est de la bourgeoisie de droite, et ça ne me suffit pas qu'elle soit catholique, et c'est pas suffisant comme réponse à un vote.
Je préfère voter Le Pen, qui est plutôt païen que catholique, je pense, même si je suis catholique, parce que c'est plus cohérent comme vote que Boutin, qui pourtant est catholique. Et c'est ça que je reproche aux musulmans, c'est que d'un seul coup, ils se présentent comme musulmans, ils ne sont plus que ça. Alors qu'en fait, ils sont pas que musulmans, ils sont d'origine algérienne ou marocaine ou tunisienne ou turque, etc. Plus musulmans d'une certaine obédience, plus d'une certaine position sociale. Et c'est tout ça, c'est à tout ça qu'il faut penser quand on décide de voter. Et ça m'agace à un moment donné de dire je suis musulman, soyez un peu plus musulman quand il s'agit d'avoir des couilles. Parce qu'en général, vous êtes musulman pour vous plaindre, mais quand il s'agit d'avoir un peu de courage pour aller défendre des causes, etc., il y en a beaucoup moins. Sur Dieudonné, là, j'ai vu parfois... je vais prendre un exemple. 4 ou 5 fois, j'aurais dû faire une conférence commune avec Ikoussen vers Roubaix. Il s'est déballonné à chaque fois. Parce qu'il a beau être musulman, il dépend de la municipalité pour sa salle. Donc le musulman en général, il a une grande gueule quand ça l'arrange, mais quand il s'agit de penser à ses subventions et à la mairie qui lui permet d'exister, d'un seul coup, il fait carpette. Voyez. Donc c'est tout ça qui m'agace profondément, parce que je vis tout ça, je connais tout ça. Donc je dis, pour pouvoir ramener votre gueule en tant que musulman, déjà soyez un musulman... avec une vraie dimension. Alors vous êtes souvent musulman quand ça vous arrange, hein, pour vous plaindre, pour vous plaindre de l'islamophobie, etc. Mais c'est toutes ces... Alors évidemment ça fait pas plaisir quand je dis ça, je suis pas là pour faire plaisir. Hein. Quand je parle avec des mecs du front, je fais que les critiquer. Quand je parle avec un musulman, je fais que le critiquer. Quand je suis avec Dieudonné, je fais que critiquer ce qui peut incarner son entourage. Et ce qui me vaut d'être en général respecté par certaines personnes et beaucoup, j'en agace beaucoup d'autres. J'aime bien agacer, hein, c'est toujours aimé. Je cherche pas à plaire. Hein. On a bien compris. Écoute, on va faire une petite pause. Je vois que c'est l'heure. Stéphane, il est prêt. J'ai pas oublié vos questions, parce que t'imagines bien qu'on y a 500 000 questions au moins au minimal. Donc je te ferai la synthèse et voilà. Boire un coup là. Voilà, tu peux boire un coup. De toute façon, on va faire une petite pause tout de suite et puis on reprend l'antenne juste après. À vous la régie. De retour sur la libre antenne. Voilà, donc toujours avec Alain Soral pour cette émission exceptionnelle. Alors Alain, évidemment, il y a énormément de questions. Alors déjà, il y a une question, on me demande, c'est vrai, où est-ce que c'en est ton procès pour la quenelle à Berlin? Parce que ça, c'est vrai que ça c'est... Alors le procès aura lieu en 2015. Il y a du délai. Hein, vrai, parce que mais j'aurai droit à la journée entière. Le tribunal a bloqué la journée entière parce que les parties adverses, il y a toutes les parties civiles, y compris le MRAP, etc., qui viennent. En plus des étudiants juifs de France, etc. Et ils comptent faire venir comme témoins 12 survivants de la Shoah, qui vont venir de Berlin, je ne sais pas trop quoi. Donc ça va être, à mon avis, la mère des batailles. Ça va être le procès des procès pour moi. Et je compte d'ailleurs me lâcher assez sévèrement. Hein. Et ils me demandent déjà 150 000 € de condamnation en dehors des parties civiles. Donc ça va monter, à mon avis, à plus de 250 000 €. Pour avoir fait ça... sur un smartphone le 1er septembre 2012 dans ce truc qui est c'est des blocs de béton qui sont en train de s'effondrer d'ailleurs. J'ai lu un article où les PD se donnent rendez-vous pour s'enculer et où les Allemands vont pisser le jour du Nouvel An quand ils sont ivres morts. Quoi, voilà. Non mais c'est bien, ça montre le climat actuel. Sachant qu'aucune loi ne criminalise ce geste, puisque je crois qu'on peut criminaliser que les mots et les écrits. Et je crois que même le salut nazi n'est pas... Il n'y a pas de loi qui interdise de faire le salut nazi, je crois, en France. D'accord. Mais la quenelle, ça vaut le tribunal et la ruine intégrale. Mais c'est bien, ça nous rend sympathique le régime de Pyongyang. Hein. Si on apprenait demain qu'un type est menacé d'être ruiné intégralement, parce que ce genre de condamnation, ça équivaut à la ruine intégrale. Hein. Imaginez bien que 200 000 €, c'est quand même du gros pognon. Et si on apprenait à peu près l'équivalent en Corée du Nord, on éclaterait de rire en disant oui, ben c'est la Corée du Nord. Maintenant, c'est en France. C'est en France. Voilà. Et j'ai eu une dizaine de procès. Une dizaine de procès parce qu'il y a aussi, voilà, il y a aussi alors les procès pour les livres aussi. Vous regardez sur internet, sur mon site, il y a marqué persécution. Il y a les procès de la LICRA pour mes bouquins, pas pour les bouquins qu'on édite chez Contre-Culture. Il y en a 2 en cours là qui sont en appel. Puis il y a tous les autres, Aziza, Fourest, j'ai oublié, Delanoë, Pierre Berger. Je les ai tous sur le dos, hein, tous. C'est pour ça que je fais moins de vidéos du mois, parce que les types maintenant font éplucher mes vidéos par des avocats. Et maintenant on peut porter plainte pour tout et n'importe quoi. Donc il suffit que je cite leur nom à un moment donné. Et je suis envoyé au tribunal avec constitution de partie civile. Ce qui veut dire que non seulement je suis envoyé au tribunal, mais je reçois des convocations de police et de juge d'instruction, où je suis obligé en théorie de me rendre chez un juge d'instruction, parce que Caroline Fourest a porté plainte, parce que j'ai relayé sur le site Égalité et Réconciliation un article d'un autre média démontrant qu'elle a bidonné une interview quand elle a fait son espèce d'émission sur Arte. Donc il y a
un journaliste qui fait bien son travail et qui démontre qu'il a bidonné une interview, moi je relais ça sur le site et elle porte plainte contre moi avec constitution d'ordre civil et je suis automatiquement convoqué par un juge d'instruction et par la police. C'est dans le but, et à un moment donné, c'est à tel point que je reçois des huissiers, des convocations, etc. tout le temps. Voilà. On veut te faire taire, quoi. Oui, c'est ça. Le truc, c'est de vous terroriser, de vous épuiser, de vous ruiner. Hein, c'est le travail, c'est celui-là. On ne vous apporte jamais aucune contradiction. Là, j'étais convoqué chez la police par un gardien de la paix, et je dois. La question, c'est pourquoi j'ai édité 5 bouquins chez Contre-Culture, dont Le Salut par les Juifs de Léon Bloy. C'est un ouvrage majeur d'un des grands polémistes et d'un des grands stylistes de la fin du 19e siècle. Et à un moment donné, pour avoir réédité ce livre, je suis convoqué, je dois être interrogé par un gardien de la paix. Le pauvre, le mec, c'est n'importe quoi. C'est la France actuelle. Parce que les organisations de la communauté juive ont décidé qu'elles n'étaient pas contentes que je réédite ces bouquins, qui font partie du patrimoine français, et qui sont réédités par 4 ou 5 autres éditeurs, oui, ça, autres que moi. Et ils ont décidé que Soral n'avait pas le droit, lui, de rééditer ces livres-là. Il n'y a pas de base légale, hein, c'est totalement illégal. On est dans la lettre de cachet, on est dans la dictature intégrale. C'est complètement... Enfin, c'est en dehors du droit. Voilà, il y a une espèce d'association qui décide... Oui. Et alors, ils m'interdisent d'éditer le dictionnaire de Blanc-Rue, qui est un dictionnaire de citations. Et ils décident que 5 autres bouquins ne peuvent être édités que si j'enlève des passages. Oui, des passages. Et c'est les avocats de l'ICRA qui décident ce qu'il faut enlever. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi enlever des morceaux, des pièces de Shakespeare, des œuvres complètes de Voltaire, etc. etc. C'est n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se fâche à un moment donné, hein, parce que là on est sorti totalement de l'état de droit. Hein. Et je suis condamné en première instance contre l'avis du procureur et du parquet. C'est-à-dire que c'est le CRIF et son bras armé, la LICRA, et son autre bras armé, les étudiants juifs de France, vous verrez qu'il y a toujours les trois, avec après ceux qui tapinent quand on leur demande de tapiner, comme le MRAP, la Ligue des droits de l'homme, etc., partie civile, c'est eux qui décident aujourd'hui de ce que vous avez le droit de dire et de ne pas dire. Point, c'est tout. Il n'y a plus de droit, il n'y a plus d'état de droit, la jurisprudence est bafouée. Et Jakubowicz se vante de dire oui, de toute façon, on a interdit ça parce que c'est Soral. C'est-à-dire qu'on admet que c'est une loi d'exception valable uniquement pour moi. C'est absolument contraire au droit en France qu'un bouquin qui est réédité ne puisse pas l'être par moi, mais puisse l'être par les autres, par Hachette, par 10-18, etc. Parce que moi, non. C'est illégal. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tribunal, sous la pression de la toute-puissante communauté juive organisée, rend des jugements illégaux. En plus, c'est en appel cette affaire. Oui, c'est en appel. Alors en appel, c'est plus sérieux qu'en première instance, mais tout ça coûte cher. Et puis en attendant, j'ai pas le droit de les vendre, ces bouquins-là. Ils ont été retirés de la vente. Et puis si c'est confirmé en appel, il faut que j'aille après cassation. Et puis après au niveau européen. Souvent, mais ça prend 5 ans. Non, c'est de la persécution pure. Dans un régime de totalitarisme pur, quoi. Et dont, effectivement, quand on tire le fil, qui est-ce qu'il y a derrière? La communauté juive organisée. Il y a toujours, pourquoi? Pour antisémitisme. C'est-à-dire que toute insoumission, quelle qu'elle soit ironique, hein, parce qu'en plus, on fait jamais que de l'humour noir, parfois, hein, c'est condamné pour antisémitisme. L'exemple le plus frappant et le plus terrifiant, qui laissera des traces et qui a fait jaser quand même, c'est l'histoire du Conseil d'État avec le spectacle de Dieudonné à Nantes, quoi. Là, on est dans l'illégalité totale. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, le tout-puissant lobby sioniste, on va l'appeler comme ça, a pris totalement le contrôle de l'appareil d'État français. Et qu'il dicte sa loi, hein, en fonction de ces critères qui sont la soumission totale à son arrogance, voilà, et à son quant à soi. Parce que c'est une espèce de chape de plomb. À partir d'un moment donné, enfin au niveau de l'élite, il n'y a plus personne, il n'y a que des sionistes, il n'y a plus d'antisionistes. Les autres, ils ont peur. En privé, ils disent tous, on est d'accord avec vous, on le sait, etc. C'est-à-dire que le jour où ça va chauffer, ça va se passer comme en 40. Hein. Il y a tous les soi-disant mecs qui sont membres de la LICA et qui avaient voté Front Populaire vont se retrouver à Vichy pour proposer leur service à Pétain. Il faut le dire, parce que je vous garantis que les 3/4 qui tapinent aujourd'hui, et qui même me crachent à la gueule officiellement, le jour où le rapport de force va basculer un peu, ils vont basculer très vite. Hein. Ils ne le font pas par conviction, hein. Ils le font avec un flingue sur la tempe souvent, hein, par peur de perdre leur boulot, et humiliés souvent. Hein. Imaginez qu'un Ardisson, aujourd'hui qui fait le sionnard et le flic pro-CRIF, le fait pas par plaisir. Il a fallu bien l'humilier et le soumettre pour ça. Et le jour où ça a basculé de l'autre côté, il va se venger. Je le connais le pépère. Hein. C'est pour ça que c'est un peu inquiétant ce qui se passe en ce moment, parce que à terme, moi je peux m'inquiéter personnellement, mais les organisations communautaires juives aujourd'hui sont en train de créer un climat de tension qui peut être très préjudiciable à terme pour ce que j'appelle les juifs du quotidien.
Voilà, c'est pour ça que je rappelle toujours que je ne confonds pas les deux. Je combats le lobby sioniste et je dénie le droit aux lobby sionistes de représenter les juifs. C'est les deux combats qu'il faut mener en même temps. Hein. Je veux dire, Kuckerman, je l'emmerde, mais en plus je pense qu'il n'a pas le droit de parler au nom des juifs, et il les met en danger. Quand il ramène sa fraise à tout va. Il a décrété récemment que j'étais un pseudo-intellectuel. En vertu de quoi il peut décréter ça, Kuckerman? C'est un ancien cadre de la banque Rothschild. Je veux dire, il a une formation intellectuelle sérieuse, il a fait de la philosophie, de la sociologie. Je veux dire, à un moment donné, c'est qui est Kuckerman? D'où vient son magistère moral? D'où vient son autorité? D'où vient son pouvoir? Il représente officiellement une personne sur 6 d'une communauté dans un pays où on ne reconnaît pas l'existence des communautés sur le plan institutionnel. Donc il représente logiquement, officiellement, rien. Hein, il représente 100 000 juifs, c'est-à-dire un communautarisme, dans un pays où les communautés n'ont pas d'existence légale, hein, je vous le rappelle. Hein. Donc il ne représente rien. Donc je dis à Kuckerman, je t'emmerde, tu ne représentes rien. Et puis si tu as le pouvoir de me faire condamner, il faudra donc que les Français comprennent qu'en réalité, la démocratie n'est plus la démocratie, la République française n'est plus la République française, et qu'on est passé à une dictature qui ne dit pas son nom. Et moi, je fais en sorte que les gens comprennent ce qui se passe en ce moment, comprennent qui est Kuckerman et d'où vient ses pleins pouvoirs. Donc plus il insiste contre moi, plus de Français comprennent effectivement son illégitimité. Et puis ça apparaît au grand jour, j'ai l'impression que les masques tombent de plus en plus. Ah bah, ils revendiquent leur arrogance et leur pouvoir. Voilà. Quand ils ont fait interdire le congrès de la dissidence et tiré au canon à eau sur des gens, des Jacob Cohen, des Pierre Hillard, etc., ils ont bien revendiqué que c'était eux qui avaient fait ça. Pour que tout le monde sache bien qu'eux ont les moyens de faire ça. C'est très dangereux. Je veux dire, ces gens-là manquent de... Il y a quand même 2500 ans d'histoire récurrente qui devrait quand même les alerter sur certaines répétitions d'erreurs qui amènent aux mêmes conséquences. C'est marrant que comme disait Céline, ils ne sont pas fins, ils sont lourds. Ils prétendent à l'intelligence, sur certains plans ils sont arrogants, organisés et systématiques, haineux, mais pas très intelligents, parce qu'à un moment donné, je ne suis pas sûr qu'ils pourront soumettre éternellement 99% de la population uniquement par le mensonge et la menace. Parce que dans quand tu reprends un peu, si tu veux, la genèse du mouvement antiraciste, dans les années 80, au départ, il y a beaucoup d'aujourd'hui des actuels sionistes, des Bernard-Henri Lévy. Ah bah, ils revendiquent aujourd'hui d'avoir créé le truc. Ouais. Maréc Alter, Bernard-Henri Lévy et les étudiants juifs de France. Voilà, c'est-à-dire le PS, la branche sioniste du PS, et une des succursales du CRIF qui est les étudiants juifs de France, et directement Bernard-Henri Lévy, Maréc Alter et Adjad, enfin un autre dont j'ai oublié le nom. Oui, et ils disaient c'est nous, et ils le revendiquent, c'est nous qui avons créé ce truc-là, pour que les jeunes issus de l'immigration nous servent de tirailleurs sénégalais dans notre combat antinational, c'est-à-dire le combat contre le Front National. Ce qui a poussé les Français patriotes et inquiets par l'immigration incontrôlée à haïr ces jeunes issus de l'immigration, manipulés effectivement par un lobby sioniste qui s'est retourné contre eux à partir de la deuxième intifada. Voilà. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est ça que bien sûr, parce que non seulement ils vous font tapiner, ils vous manipulent, mais à la fin ils retournent leurs alliances. Aujourd'hui, ils sont presque néo-identitaires, néo-nationalistes. Il faut Finkielkraut à l'Académie française. Tout le discours de Finkielkraut est Front National, sauf le fait qu'en plus il crache sur le Front National. Parce qu'il n'y a que lui et la communauté juive organisée qui a le droit de tenir ce genre de discours. Le français de souche n'a pas le droit. Hein, c'est plus illégitime et plus malhonnête et plus dégueulasse, il n'y a pas. Hein. Mais ça, je pense que les jeunes issus des cités l'ont compris. Hein. C'est-à-dire que le chance pour la France d'hier est devenu l'islamiste, le dangereux djihadiste d'aujourd'hui. Hein, c'est le même. Et c'est le même qui a décrété que c'était un chance pour la France hier et qu'il fallait qu'il aille combattre le Front National et qui dit aujourd'hui que c'est le vrai danger. C'est le même. C'est Mouloud. Voilà. Mouloud des cadettes. Donc je dis à Mouloud, avant de bouger, attends un peu, réfléchis. Et surtout quand Bernard Lévy te dit quelque chose, ou dit quelque chose, en gros tu peux être sûr qu'il faut croire l'inverse. Hein. C'est pour moi c'est un peu comme la grenouille, tu sais, pour la météo. Quand je connais pas bien un sujet et que je veux savoir ce qu'il faut en penser, je regarde ce que Bernard Lévy en dit sur la règle du jeu. Et je sais en gros qu'il faut penser le contraire. Sur l'Ukraine, sur la Libye, sur la Syrie, etc. C'est un bon marqueur. Je vous conseille, ceux qui sont un peu paresseux ou qui manquent de culture générale, quand vous voulez savoir quoi penser d'un sujet, vous allez voir ce qu'en pense Bernard-Henri Lévy, et vous savez qu'il faut en penser le contraire. Alors justement, on parle aussi d'Éric Zemmour. Alors toi, tu l'avais plutôt défendu, Éric Zemmour. Oui, c'est pareil. Je n'ai pas de haine et je ne critique pas à mort Éric Zemmour. Non, parce qu'il a quand même pas mal dérapé ces derniers temps. Oui, d'accord, mais j'ai pas dit le contraire. Moi, j'ai des échanges de mal avec lui où je m'engueule. Je dis, lui il dit le problème c'est l'islamisme. Moi, je dis le problème c'est Wall Street. Il n'y a pas beaucoup de musulmans à Wall Street. Et il fait semblant de ne pas comprendre. Je sais pas, il a des blocages. Mais sur certains sujets, sur Dieudonné, il s'est pas mal tenu. Sur Le Pen, il se tient pas trop mal. Il incarne une ligne qui n'est pas celle d'Elisabeth Lévy ou de Finkielkraut. Il incarne
incarne le juif français patriote. Et voilà, donc il y a une tradition effectivement d'élitisme juif qui met ses qualités d'élite au service d'une nation qui lui a tout donné. Ce qui correspond à Zemmour, parce que Zemmour c'était quoi? C'est un maghrébin qui était en Algérie l'arabe de l'arabe, il suffit de lire Maupassant, qui par le décret Crémieux est devenu français. Et donc Zemmour doit tout à la France en réalité. Et au colonialisme français. Mais il le dit en plus. Oui, mais c'est cohérent, c'est vrai. Il est normal qu'il remercie la France de lui avoir tout donné. Et la France, du décret de la France, de la colonisation de l'Algérie, du décret Crémieux, pour ceux qui n'ont pas la culture. Donc c'est ce que j'appelle le point de vue. De son point de vue, il est cohérent. Et lui, ce dont il a très peur, c'est la délinquance de banlieue réislamisée, qui le détecte comme dominateur juif. En plus, il est issu du prolétariat. Enfin, c'est un pauvre, Zemmour, de banlieue. Donc il a peur. Et en plus, c'est physiquement, je ne vais pas dire un avorton, c'est pas sympa, mais c'est un petit gabarit. Donc il a peur. C'est le mec qui avait peur de se faire péter la gueule à la cour de récré par le grand maghrébin qui joue bien au foot et qui font 85 kilos. De ce point de vue-là, il a des blocages. Il y a des trucs qu'il n'arrive pas à comprendre, des fraternités, des mains qu'il n'arrive pas à tendre ou qu'il ne peut pas recevoir. Et moi, j'essaye, comme je fais toujours, de faire la médiation. Je veux dire, Zemmour, tu es respectable sur certains sujets, tu es cohérent sur certains sujets, tu critiques bien l'Union européenne, tu critiques bien le mépris que les élites ont pour le peuple, tu critiques bien le mensonge de l'américanisme forcené ou je sais pas trop quoi, tu es un amoureux authentique, à mon avis honnête, de la culture française, c'est sûr, mais tu as un problème avec les musulmans, avec l'islam, où tu es caricatural, il ne connaît pas en plus le sujet. Une fois j'ai parlé avec lui, je me suis rendu compte qu'il ne connaissait pas la différence entre sunnite et chiite. Ah oui, d'accord. Il connaît pas, il connaît pas tout. Il est journaliste, il est pas, voilà. Et donc il a des peurs et des méconnaissances. Et puis aussi des gens qui l'agressent. C'est-à-dire quand tu te fais toute la journée insulter de sale youpin par des mecs de cité un peu qui ont des visions un peu binaires, c'est sûr que action-réaction. Il se sent pas en fraternité avec eux. Moi j'ai une autre relation aux jeunes des banlieues. J'ai fait de la boxe. Voilà, j'ai pas peur de ces gens-là. Je les ai fréquentés chaleureusement et charnellement dans les salles de boxe toute ma vie. C'est ce que j'expliquais à des gens, pourquoi j'ai ces sympathies naturelles. C'est pas parce que c'est un calcul, c'est que moi je suis issu de Meudon-la-Forêt des années 60, cité dortoir, où dormaient tous les mecs des usines Renault de l'île Seguin. Donc mes potes étaient tous issus du prolétariat français ou de l'immigration. C'était ce qui constituait les cités dortoirs des années 60. Et en plus j'aimais le sport, je faisais du sport, et à un moment donné j'ai fait beaucoup de boxe. Et dans les salles de boxe, je te fais pas un dessin, il y a quelques Gaulois et essentiellement qui sont issus de l'immigration. Donc j'ai toujours été en fraternité avec des mecs qui étaient des bons boxeurs et que j'admirais pour leur talent de boxeur, qui par ailleurs étaient noirs ou d'origine maghrébine et musulmane. Et tu sais très bien que même si le faciès et la race c'est le truc que tu vois en premier, dès lors que tu passes un peu de temps avec les gens, ce que tu vois après c'est leur personnalité, leur psychologie, leur qualité, leurs défauts. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le critère racial pour moi s'estompe totalement de par mon vécu. Mes potes c'était la bande de la Courneuve, Karim, Pouic, Francis, etc. Bon, c'était des types qui étaient soit d'origine maghrébine, soit d'origine antillaise, etc. Et on était même de la même bande, entre guillemets. Et moi, j'étais le Gaulois de service, j'étais pas le seul d'ailleurs. Et c'est vrai que ce que j'aime moi c'est les mecs qui aiment la France et qui maîtrisent bien le génie français par la langue, la drague, enfin des trucs, pour moi les critères, la bouffe, la drague, la langue, l'esprit français, Rouletabille, Philochard, et ça peut très bien être incarné par un Antillais, du moment qu'il y a, moi ce que je déteste c'est le mec qui dégueule sur la France, mais quand je vois un type qui s'exprime en bon français, tu lui demandes d'où il est, il te dit je suis d'Épinay par exemple, et tu vois qu'il a fait du sport à haut niveau, il a défendu le drapeau, comme beaucoup de mecs, etc. Je ne vois pas comment je pourrais lui cracher la gueule. Tu vois, c'est pour ça qu'avec les identitaires j'ai parfois des problèmes, parce qu'eux ils sont dans un contexte différent, Nice, Strasbourg, enfin tu vois, pareil, c'est les vécus qui déterminent les positionnements, il n'y a pas que les idées, tu vois. Et donc... Non mais toi t'as pas une idée racialiste de la France, toi non, parce que la France est un pays très peu racial. Même du temps où le problème de l'immigration sauvage ne se posait pas, les grands Français, sous Louis XIII, c'est Mazarin, c'est un Italien, mais c'est un Italien qui est plus français que français. Et la France est ce pays, tout le monde le dit, tous les gens qui ont une vraie culture le disent, qui est capable de faire en quelques années de n'importe qui un Français plus français que les Français. Ce qui est très rare dans l'histoire. Et c'est un pays où les gens viennent se réfugier et que les gens se mettent à aimer très vite. Parce que c'est un pays merveilleux pour son climat, sa géographie, sa nourriture, etc. etc. Et donc la France a cette qualité qu'elle est capable de faire de n'importe qui, d'un ancien vietnamien, cambodgien, africain, un très bon français très vite. Il y a très peu de pays qui sont capables de faire ça. Et c'est pour ça que je dis je suis un identitaire français. Ce que je reproche aux identitaires qui s'appellent identitaires, c'est d'être soit sur un logiciel allemand de type Volkisch, soit sur un logiciel anglais de type communautaire. Les Anglais sont très respectueux des autres, mais c'est à condition qu'ils ne se mélangent pas. Personne n'est choqué par une femme en burqa dans un bus à Londres.
Parce qu'il n'y a jamais eu d'assimilation. L'Angleterre est un pays communautaire, personne ne se parle. Mais du coup, personne ne s'agresse. En France, il y avait une tradition d'assimilation, on devenait tous français, ce qui fait que quand l'assimilation s'est cassée la gueule, ça a créé des tensions. Parce qu'en fait, le modèle français s'est effondré. Le modèle allemand, c'est encore autre chose, c'est qu'ils n'ont pas eu d'empire colonial comme nous, parce qu'on ne les a pas laissés accéder à la colonisation. Donc ils ont eu moins de problèmes post-coloniales. Ils ont aujourd'hui un problème avec les Turcs, enfin un problème à gérer la dimension turque, etc. Mais ils n'ont pas eu ce problème-là. Nous, on a eu le reflux contre-colonial, etc. Donc on a une tradition d'assimilation, une grosse question post-coloniale, etc. Et je dis, la France a les moyens de gérer cette question parce qu'on est un pays dont la tradition est d'être capable de faire très vite, en très peu de temps, de n'importe qui un très bon français. On l'a vu avec les Polonais, avec les Portugais, avec les Espagnols. C'est vrai que ça s'est fait totalement. C'est plus difficile en ce moment avec les Maghrébins. C'est vrai que ça fait... On continue